Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour écouter une nouvelle histoire improbable. Et celle-ci, en l'occurrence Otto Ier, le clown devenu roi d'Albanie, est sujette à beaucoup de discussions et il est très difficile de tirer le vrai du faux dans cette affaire. Toujours est-il que l'histoire est tellement épatante que je ne résiste pas à l'envie de vous la narrer. Comme chacun le sait, les Balkans ont toujours été le théâtre de terribles affrontements, tant il y a d'enjeux stratégiques et de luttes d'influence. On a tous en tête que c'est à cet endroit que s'est déroulé l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. Entre la Croatie, la Serbie, la Bosnie, le Monténégro, la Macédoine ou encore la Bulgarie, les rivalités sont telles depuis des siècles que même la chape de plomb soviétique n'a rien changé aux rivalités ancestrales. Au contraire, elles se sont même exacerbées depuis la fin de l'emprise soviétique. Ajoutez à cela un autre acteur éminent des Balkans, la Grèce, et vous obtenez une myriade de populations qui ne sont absolument pas d'accord sur le mode de vie du voisin et qui se verraient bien lui apprendre les bonnes manières. Bref, les Balkans, c'est tendu. Pourtant, il y a une anecdote qui défraye la chronique tellement elle est cocasse. Le clown qui devint roi d'Albanie. Cette histoire est une petite bulle rigolote que tout le monde se raconte dans les Balkans et qui a depuis fort longtemps dépassé les frontières. Un clown devenu roi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dingue ? Forcément, elle fait écho à ce qui se passe un peu plus loin, en Ukraine, actuellement, où un acteur est devenu président de la République. Un acteur qui s'oppose farouchement à l'invasion russe et qui a gagné un respect international. Vladimir Poutine qualifie régulièrement son homologue ukrainien de clown. Et oui, le clown, c'est une insulte. Alors cela me fait sourire car l'histoire que je vais vous raconter démontre qu'il faut toujours se méfier d'un clown. Et pas que dans les films d'horreur, car le clown a toujours plus d'un tour dans son sac. L'histoire débute en 1912. Alors que l'Empire ottoman est affaibli par ses nombreux conflits passés, 4 pays, Serbie, Grèce, Monténégro et Bulgarie, conclurent une alliance militaire, la Ligue balkanique, visant à faire reculer l'Empire ottoman avec l'appui de la Russie. Alors, petite précision, cela n'a aucun rapport avec Patrick Balkany. Je ferme la parenthèse. L'objectif étant de renvoyer les Turcs de l'autre côté de la mer Égée. Le 8 octobre 1912, la guerre éclate et tourne rapidement à l'avantage des coalisés. L'Albanie, qui se révolte contre les Ottomans depuis des décennies, a reçu l'ordre des grandes puissances occidentales de ne pas se joindre à la coalition. Toutefois, soutenue par l'Autriche-Hongrie, elle règle le problème sur son propre territoire pour sortir définitivement de la domination ottomane. Elle y parvient et proclame son indépendance le 28 novembre 1912. Si les puissances occidentales ne voulaient pas que les Albanais s'emballent tout de suite, c'est parce qu'elles voulaient se partager le gâteau des Balkans et nommer à la tête de l'État un homme qui leur soit, bien évidemment, favorable. Quelques jours plus tard, en décembre 1912, les 6 grandes puissances européennes, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie et l'Empire russe, créent la conférence de Londres pour régler les questions balkaniques. Et là encore, aucun rapport avec Patrick. Et notamment le cas de l'Albanie qui est partiellement occupée par les Grecs, les Monténégrins et les Serbes. Les Serbes, soutenus par les Russes, aimeraient pouvoir conserver une partie du territoire pour pouvoir accéder à la mer Adriatique. Les Albanais veulent conserver l'intégralité de leur territoire, ils sont soutenus par les Anglais, à la condition expresse que le roi d'Albanie soit d'origine anglaise. Ça va de soi. Comme il l'avait fait auparavant en mettant un Anglais sur le trône de la Grèce. L'Allemagne, l'Italie et d'autres pays sont aussi pour l'autonomie de l'Albanie, mais sont contre le fait de mettre un roi d'origine anglaise ou française. Les Turcs ne laissent pas tomber de leur côté et revendiquent toujours l'Albanie. Bref, c'est un sacré casse-tête géopolitique. Les Albanais insistent impuissants à la querelle des grandes puissances et au final, ils décident de nommer eux-mêmes leur roi. En effet, les grandes puissances sont soit catholiques, protestantes ou orthodoxes. Or, le peuple albanais est très majoritairement musulman. Ils ne veulent donc pas d'un roi qui ne partage pas leur religion.
Ils vont donc jeter leur dévolu sur un prince turc, Halim Eddin, neveu du puissant sultan. L'homme politique ottoman qui s'occupe des affaires albanaises est Esad Toptani, élevé au rang de pacha. Il est aussi connu donc sous le nom d'Esad Pacha. Esad Toptani est né en Albanie. Sa famille y a fait fortune, donc les affaires locales, il connaît. Dans cette période trouble, c'est lui qui assure l'intérim de la gouvernance albanaise aux grandes dames d'Ismail Kemali, le chef des insurgés albanais, qui se verrait bien lui aussi devenir calife à la place du calife. Toutefois, il partage l'avis d'Esad Toptani, c'est un musulman qui doit diriger le pays, point barre. Esad et Ismail ont un autre point commun, tous deux détestent les Monténégrins catholiques. Il faut faire front pour éviter qu'ils ne revendiquent plus de territoire albanais. Un contact est donc pris par celui qu'on va désormais appeler Esad Pacha avec le sultan turc. Pendant ces transactions diplomatiques, une curieuse histoire va se nouer en trame de fond, celle d'Otto Witt et de Max Schlabzik, deux Allemands qui affichent une quarantaine d'années au compteur. Otto a exercé toutes sortes de métiers. Forain, magicien, artiste peintre, ouvrier dans le bâtiment, équarrisseur, hôtelier. On le retrouve même aux Indes comme scaphandrier. Cerise sur le loukoum, il a aussi été quelque temps légionnaire dans l'armée turque où il apprendra quelques rudiments de langage. Mais sa profession préférée, number one, c'est escroc. Il adore ça. La manipulation, c'est ce qui le fait kiffer, encore plus quand il y a un résultat sonnant et trébuchant à la clé. Un jour, une tentative d'escroquerie tourne mal et il se retrouve incarcéré dans une prison de Barcelone. Il y fait la connaissance de Max Schlabzik, incarcéré pour avoir tenté d'étrangler un matador. Les deux hommes convoitaient le cœur d'une jolie Française. Pendant l'altercation, cette dernière a préféré filer à l'anglaise avec un Anglais. Max et Otto sympathisent donc dans leur cellule et parviennent même à s'échapper. Dès lors, Otto et Max sont inséparables et parcourent l'Europe avec leur petit cirque itinérant. Otto y joue le rôle de clown et Max avale des sabres. Ce cirque est avant tout l'alibi parfait pour débarquer dans une ville et voler ou escroquer tout ce qui peut l'être. La légende raconte qu'un jour ils furent en Afrique, accompagnant un riche prince hongrois en qualité de bouffon. Malheureusement, l'expédition africaine tourna mal, une tribu les agressa et tout le monde fut massacré. Otto et Max s'en sortirent miraculeusement en faisant les pitres et en avalant des sabres. Les Africains furent bluffés par les deux hommes et pensèrent qu'ils avaient des origines divines. La tribu les accueillera quelque temps au sein du clan où nos deux gaillards profiteront allègrement de la situation, choisissant de jolies femmes comme partenaires et embarquant un peu d'or au passage avant leur départ. C'est dire s'ils ont fait les 400 coups. De retour en Europe, ils parcourent la France où ils apprennent que le plus célèbre tableau au monde a été volé. En effet, en 1911, la Joconde est dérobée et toutes les polices européennes sont aux aguets. Que vont faire nos deux gaillards? Eh bien, tout simplement dire qu'ils sont en possession de l'œuvre de Léonard de Vinci. C'est eux qui l'ont volée. Bien sûr, c'est du bluff. Ils commanderont une copie à un vulgaire faussaire parisien et la vendront à prix d'or à un très riche marchand grec. Évitant de prendre racine en France, ils prennent la direction de l'Est et arrivent à Tirana, la capitale albanaise, en pleine ébullition politique. Chaque soir, l'un fait le clown et l'autre l'avaleur de sabre pour gagner quelques pièces ici et là. En journée, comme ils sont continuellement assoiffés, ils boivent un coup en ville. Ce jour-là, Max feuillette machinalement le journal et éclate de rire. « Hé, Otto, t'es dans le journal! Et en gros plan en plus! On peut même dire que tu fais la une !» Otto pense que c'est lié à une vieille affaire d'escroquerie, avant de constater, légèrement stupéfait, qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au prince Halim Eddin, dont on annonce qu'il pourrait éventuellement être le prochain roi d'Albanie et que des tractations étaient en cours entre les deux pays. Les deux hommes se regardent et une étincelle jaillit. C'est comme ça avec les escrocs. Les cerveaux machiavéliques se mettent automatiquement en marche et de concert dès qu'il y a une opportunité. Et si on revendiquait le trône? Chiche. Ni une ni deux, les deux complices mettent en place leur plan. Il faut faire vite car on annonce la venue du prince et futur roi pour le mois d'août. Or, nous sommes déjà fin mai.
Otto prend en urgence des leçons d'albanais car un prince turc se doit de savoir les bases. Il en profite pour perfectionner également son turc car depuis la Légion, il ne l'a plus pratiqué. Dans le coin, il n'a aucun mal à trouver des professeurs d'albanais et de turc. Courant juillet, il en connaît suffisamment pour faire illusion. Pour Max, c'est plus facile. Il jouera le rôle de l'homme de confiance du prince. Il n'a que des rudiments de turc à apprendre. Entre-temps, ils ont reçu de Vienne des costumes et des tenues d'apparat. C'est un peu fantaisiste, mais ça fera l'affaire. Discrètement, ils se renseignent sur l'administration albanaise et apprennent que le grand Manitou se nomme Essad Pacha. Ils notent les coordonnées nécessaires à leur entreprise diabolique et partent pour Salonique afin d'y attendre le bateau en provenance de Constantinople et qui se rend à Durazzo, l'un des plus importants ports albanais. Un de leurs amis qui réside à Constantinople est chargé d'envoyer un télégramme à Essad Pacha, un télégramme laconique qui dit simplement « Le prince Halim Eddin arrive ». Nos deux compères embarquent dans le bateau lors de son escale à Salonique et se préparent à leur grande entrée sur la scène royale. Le clown et l'avaleur de sabre se muent en acteurs de théâtre. Otto a peaufiné son rôle, il a laissé pousser sa moustache et s'est teint les cheveux en gris. L'illusion est parfaite. Lorsqu'ils arrivent à l'embouchure du port, c'est le délire total. Depuis la réception du télégramme, Essad Pacha a informé la population par voie de presse et ce sont plusieurs milliers d'Albanais qui se pressent pour voir leur futur roi. Dans le bateau, les passagers se demandent d'où sort cet Olybrius habillé comme un clown avec des tonnes de médailles honorifiques sur la poitrine. Max porte le turban et le costume traditionnel. Donc lui, ça passe un peu mieux. Voyant l'incroyable foule, les passagers commencent à comprendre que ce n'est pas un clown, mais quelqu'un de très important qui est à bord. Ces gens ne le savent pas, mais c'est le futur roi d'Albanie. Les membres de l'équipage se mettent en branle pour que cet illustre homme ne soit pas incommodé et surtout qu'il descende en premier. Le capitaine en personne vient le saluer, s'excusant presque de ne pas l'avoir fait avant. « C'est normal, capitaine. Nous voyageons incognito pour éviter tout risque d'attentat, » répond Max. Lorsque le prince descend de la passerelle, le peuple exulte. Otto répond d'un geste amical de la main et le peuple est fou. Essad Pacha, qui se serait bien vu à sa place, se rend à l'évidence. Même si son accoutrement est étrange, sans doute à la dernière mode parisienne, cet homme est magnifique. Il se dégage de lui un incroyable charisme. Lui qui a connu le prince plus jeune, le reconnaît immédiatement. Il se prosterne à ses pieds et lui tend son sabre, un signe de soumission et de passation du pouvoir. Magnanime, Otto lui demande de se relever et lui fait l'accolade royale. Grand ouf de soulagement pour Essad Pacha, dont le jeu trouble avec les Serbes et les Albanais lui ont valu quelques défiances turques. Mais c'est visiblement un prince de paix qui lui demande de conserver son sabre de commandement. Essad comprend que le futur roi va le maintenir chef de l'armée. Après avoir salué les dignitaires albanais, les représentants de l'armée et les notables du coin, Otto va honorer le peuple de sa présence. Les femmes tombent immédiatement sous le charme du prince. Mais qu'il est beau notre futur roi! Les hommes le trouvent humble et digne de représenter l'Albanie. C'est vrai quoi, il est beau comme un Albanais. Sur la route qui mène de Durazzo à Tirana, tout n'est que bravo et applaudissements. Otto et Max savourent ce moment. Ils savent déjà qu'ils ne revivront pas deux fois une telle expérience. Arrivés au palais des gouverneurs, Otto et Max vont dans leurs appartements privés. Ces derniers débordent de richesse et de bienveillance. Ils n'en croient pas leurs yeux. Le soir venu, le général Essad Pacha les invite au repas avec les membres du gouvernement et les hauts dignitaires. Le repas prévoit 18 services et les deux hommes se régalent de tous ces mets délicieux. Tout ce qui est bon à prendre est pris. Seul bémol, les musulmans ne boivent pas d'alcool et ça rend un peu nerveux nos deux acolytes qui commencent à souffrir du manque. Heureusement, ils ont planqué du schnapps dans leur valise, ça va leur permettre de tenir le coup. Le lendemain, après le déjeuner, c'est une rencontre importante qui va se dérouler avec les hauts dignitaires et les militaires. Il faut fixer la date du couronnement. Essad Pacha explique au roi qu'il faut convenir rapidement d'une date avant que les grandes puissances européennes revendiquent également le trône. Devant tout le monde, Otto n'emmène pas large, mais il ne flanche pas.
Son albanais est catastrophique, mais les personnes présentes se disent qu'il est méritant, car ce n'est pas sa langue maternelle, et il fait beaucoup d'efforts. Il fixe la date de son couronnement au surlendemain. Il est aussitôt acclamé par tout le monde. Mais là, notre Otto, il s'emballe un peu. Il sait que le général Essad Pacha et Ismail Kemali, le chef des insurgés, sont les hommes clés du régime. Il a lu dans la presse que tous les deux détestent les Monténégrins. Alors sans doute pour se les mettre dans la poche, il lance à l'auditoire: « Ma première décision en tant que roi, avec la bénédiction d'Allah, sera de déclarer la guerre au Monténégro, l'ennemi de notre peuple. » Et là, c'est aussitôt la bamboche dans la salle des fêtes du palais. Tout le monde hurle de joie, les notables font du breakdance. C'est de la pure folie. Pour les militaires, cela signifie que le soutien de l'Empire ottoman est acquis. Un prince turc n'aurait pas dit ça à la légère. Ismail Kemali en a les larmes aux yeux, tout comme Essad Pacha. Ce dernier est même honoré par le futur roi qui le maintient officiellement dans ses fonctions de chef de l'armée. En vue de son couronnement, Otto formule 2 autres requêtes qui sont assez détonnantes avec la première. Il exige que son harem soit constitué des plus belles filles du peuple, et non plus de femmes étrangères, forcément vulgaires. Il veut absolument des femmes albanaises, car elles sont les plus belles au monde. Pour autant, cela ne surprend pas trop l'auditoire, tout comme sa seconde demande, qu'Essad Pacha lui apporte une partie du trésor royal, de quoi remercier les personnes méritantes du royaume. Essad a les chevilles qui gonflent. Le roi vient de lui confier également les finances du pays. Essad, il vit un rêve éveillé. Et dehors, c'est pareil. La rumeur se répand comme une traînée de poudre dans Tirana. Tout le monde vante les mérites du futur roi. Le royaume d'Albanie a un bon souverain. La défiance envers les Turcs, qu'ils ont pourtant combattu durant des années, s'évapore comme par magie, car l'ennemi ancestral, c'est le Monténégro. Et un roi qui veut attaquer les Monténégrins ne peut qu'être un bon roi. En plus, ma petite dame, rendez-vous compte, il veut des filles du pays, et pas ces poufiasses venues de l'étranger. Les mères amènent dès le lendemain leurs plus belles filles au palais. C'est pour elles une opportunité incroyable. Contrairement à ce que l'on pense, le harem n'est pas une prison pour femmes, où le maître agit à sa guise. En fait, le harem a une fonction politique très forte au sein de l'Empire ottoman. Il est placé sous l'autorité de la mère du sultan et c'est une antichambre politique très puissante puisqu'elle est interdite aux hommes par la loi islamique. D'ailleurs, le terme harem signifie interdit aux hommes. Bien entendu, on imagine bien que seul le roi ou le sultan d'essence divine a le droit d'y pénétrer. Mais les femmes n'y sont pas considérées comme de vulgaires prostituées, mais plutôt comme des concubines. C'est pour le maître des lieux un endroit propice à la réflexion et à l'élaboration de stratégies en dehors de son cercle de conseillers habituels. Au sein du harem, il y a une hiérarchie très précise et certaines d'entre elles deviennent vite des favorites. Par extension, ce sont ces favorites qui donneront naissance aux enfants du sultan ou, en ce qui nous concerne, au roi d'Albanie. Le 12 août, une bonne dizaine de jeunes femmes triées sur le volet sont donc intégrées au harem du palais. Mais bon sang, il continue à en venir sans cesse. Tant et si bien que le pauvre Essad Pacha ne sait plus où donner de la tête. 20 femmes, 30, 40 et c'est bientôt une 50aine de jeunes femmes qui sont présélectionnées pour intégrer le harem royal. Le futur roi fait savoir à Essad qu'il se chargera lui-même de la sélection finale. Le 13 août, c'est le couronnement. Suivant les conseils du sage Essad, qui lui recommande de ne pas heurter les grandes puissances européennes, Otto Witt décide de prendre le nom d'Otto Ier. Au moins, les Allemands seront contents. Les chefs des tribus adoubent le nouveau roi dans la grande mosquée de Tirana, et la suite n'est qu'un festin sans fin où tout le monde se goinfre. De plus, le roi Otto Ier d'Albanie, ayant accès au trésor royal, sait se montrer extrêmement généreux. Il donne 10 pièces d'or à tous les soldats de la garde royale qui n'en croient pas leurs yeux. Il donne également de l'argent à tous les chefs des tribus en guise d'amitié et de reconnaissance. Ces derniers n'en demandaient pas tant. Le soir venu,
les femmes l'attendent pour être choisies. Et là, on peut le dire, ça va être la fête du slip pendant 2 jours. Otto et Max vont tester les demoiselles. Outre les habituelles aptitudes requises en matière de massage et de danse, les femmes doivent aussi émerveiller le roi par leur prouesse au lit. Bref, ils vont faire des galipettes. Pendant 2 jours, Essad Pacha s'inquiète de l'absence du roi, qui passe le plus clair de son temps dans les bras de ses femmes, tout comme Max. Entre deux portes, Otto Ier fait savoir que Essad doit gérer toutes les affaires courantes parce que lui, il n'a pas le temps, il faut que son harem soit constitué. Essad est de plus en plus heureux. Il a les pleins pouvoirs, c'est quasiment lui le chef du royaume. Ah bah écoutez, il est pas mal ce roi. Seulement, le 15 août au soir, tout le monde va déchanter. Un télégramme en provenance de Turquie sonne le glas des festivités. L'empereur ottoman demande qui est l'auteur de cette mascarade qui le ridiculise. Non seulement son neveu n'a jamais accepté l'offre des Albanais, mais en plus il est toujours en Turquie. Et Essad Pacha n'y comprend rien. Bon sang de bonsoir, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ali Médine semblait pourtant intéressé au départ, quand on lui a fait cette proposition. Il nous a juste répondu qu'il attendait l'approbation de son oncle avant de se prononcer. Mais quand il a dit qu'il arrivait, on a tous compris que c'était pour être sacré roi. Essad Pacha en parle à sa garde rapprochée et demande des confirmations à ses proches collaborateurs. Quelques heures plus tard, un second télégramme d'Alim Eddin en personne lui parvient. Il affirme être toujours en Turquie et, de surcroît, il est extrêmement surpris d'apprendre qu'il a été sacré roi sans être présent. Cette fois-ci, plus aucun doute possible. Ils sont victimes d'un imposteur. Il demande au chef de la garde de l'accompagner en compagnie de plusieurs soldats. Il faut absolument arrêter ce faux roi. Tout ce joli monde fait irruption dans les appartements du roi, qui batifole avec ses donzelles. Essad Pacha déclame que l'imposteur est en état d'arrestation. Décontenancé dans un premier temps, Otto se ressaisit et proclame à son tour « Garde, emparez-vous de ce traître à la solde du Monténégro. Il est en train de commettre un coup d'État. » Les gardes qui ne sont pas au courant de tout, mais ils savent quand même que le roi est bon et qu'il a plutôt bonne presse. Contrairement à cet intrigant d'Essad Pacha qui retourne toujours sa veste du bon côté avec une rapidité stupéfiante. Ils font subitement volte-face et s'emparent d'Essad Pacha tout en le rouant de coups. Il est immédiatement emprisonné et le capitaine de la garde royale se confond en excuses pour sa méprise. Otto et Max savent que la supercherie ne tiendra pas longtemps. Aidés par les femmes du harem, ils prennent la poudre d'escampette, non sans embarquer avec eux quelques jeunes femmes avides de voyage et surtout une bonne partie du trésor. Grimés en femmes, ils se rendent donc au port de Durazzo où ils embarquent pour l'Italie en soudoyant le capitaine d'un bateau de pêche. Pendant plusieurs mois, la joyeuse troupe dilapidera les restes du trésor. Les femmes vogueront ensuite vers d'autres horizons et nos deux comparses se retrouveront à deux. Ils reformeront leur duo comique. Qui sait, un jour, une nouvelle opportunité d'être roi se présentera. Bien entendu, dans cette histoire, il y a une part de vérité, mais surtout, il y a beaucoup de légendes qui se sont amplifiées avec le temps. D'un point de vue historique, la véracité des faits n'a jamais pu être démontrée. Toujours est-il qu'Otto Ier a fait perdurer le mythe, posant fièrement devant sa roulotte avec ses habits de cérémonie. En 1939, il publia son autobiographie, titrée « 5 jours, roi d'Albanie ». Il s'installa ensuite à Berlin et mena une vie beaucoup plus sage. Devenu commerçant, il ne manquait jamais une occasion de raconter sa fantastique histoire, et à force de la raconter, il avait sans doute dû se persuader lui-même qu'il fut véritablement le roi d'Albanie, car en 1956, lorsque le prince Régnier III de Monaco épousa l'actrice américaine Grace Kelly, Otto Witt se plaignit à la chancellerie de la principauté de ne pas avoir été invité en tant qu'ancienne tête couronnée. Il décédera à l'âge de 86 ans, précisément le 13 août 1958, soit 45 ans jour pour jour après son couronnement. Sur sa pierre tombale, sa fille et unique héritière fera inscrire la mention suivante « Ancien roi d'Albanie ». Qui sait, un jour, elle ou sa descendance réclameront le trône. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très bientôt sur Gunnet Story.